Réaliser zéro corvée d'eau en 2020 avec 100% d'accès à l'eau potable en milieu urbain comme rural. C'est l'un des engagements majeurs du président Kaboré en 2015. 5 ans après, où en sommes-nous avec ces promesses? Le ministre Ambroise Ouedraogo, ministre en charge de l'eau et de l'assainissement, est l'invité du dialogue citoyen ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Domingo. Bonsoir à tous et merci de suivre votre émission de suivi citoyen des engagements du président du FASO. Une émission réalisée donc par la RTB en partenariat avec Diaconia, WaterAid et la CODEL. Alors, monsieur le ministre, l'émission sera séquencée ainsi qu'elle suit. Nous aurons 20 minutes d'entretien ensemble le temps que la technique ne s'installe. Et entre-temps, 3 invités qui sont en plateau ici avec nous vont donc passer à tour de rôle pour échanger pendant 10 minutes avec vous. Et entre ces entretiens, il y aura des appels téléphoniques au 25 40 79 03 ou encore des messages qui seront postés sur le hashtag presimer.bf / dialogue citoyen. Et nous allons découvrir tout cela ensemble. Et puis en fin d'émission, le public qui est juste derrière vous, à ma gauche et à ma droite, nous dira s'il a été convaincu par ce que vous avez dit. Et ça sera sanctionné par une note sur 10. Alors, comme j'ai dit, en attendant que donc tout cela s'installe, nous allons nous entretenir. Et l'actualité dans votre département, ce sont ces factures, on va dire, exponentielles qui ont été envoyées aux clients de l'ONEA juste la semaine dernière. Alors, monsieur le ministre, la question que tout le monde se pose, est-ce que ce n'est pas une manière pour vous ou pour le gouvernement de retirer par la main gauche ce que le président a offert par la main droite, c'est-à-dire les 3 mois de tranche sociale que le gouvernement a payé pendant donc cette période de Covid? Ok, je vous remercie. Oui, allez-y. Ok, je vous remercie. Et déjà aussi, je profite de remercier l'initiative de l'émission, remercier les organisateurs. Bon, pour vous répondre directement, non, l'un de ceux-là, c'est vraiment une malheureuse coïncidence. Alors, de quoi est-il question? En réalité, l'ONEA, depuis un certain temps, était en train de procéder à des innovations pour la facturation, notamment la question des relevés. Que ce soit l'ONEA, que ce soit Sonabel, vous savez qu'ils sont issus de la même société mère qui s'appelait la SNE. Et donc, il faut que les agents de l'ONEA accèdent dans les concessions pour faire les relevés. Alors, il arrivait souvent qu'ils n'arrivent pas à accéder pour telle ou telle raison. Ça, c'est un problème. L'autre problème, c'est la question même des compteurs. Il y a souvent des compteurs qui sont en panne, des compteurs qui sont déréglés, etc., etc. Donc, l'ONEA était dans cette innovation. Malheureusement, la pandémie est arrivée et avec la gratuité de l'eau, et avec aussi le confinement, pour ne pas dire le semi-confinement que nous avons vécu. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 mois, avec cette situation sanitaire, beaucoup de releveurs ne sont pas sortis. Du coup, au lieu de faire un relevé par mois, ils ont fini par faire un relevé sur 50 jours. Quand nous avons fait le point, parce qu'on a quand même fait le point, c'est en moyenne une consommation de 50 jours. Quand vous savez que les tarifs de l'ONEA sont échelonnés, vous passez facilement, si vous passez de l'intervalle de 8 mètres cubes à celui de 30 mètres cubes, vous payez 5,5 fois plus cher. Vous passez de 188 à pratiquement 1030 francs. Et en fait, c'est cet effet-là qui a créé cette situation. Mais monsieur le ministre, on a vu des factures d'1 million. Oui, on a vu des factures d'1 million parce qu'il y a aussi d'autres types de problèmes. Donc déjà, je m'attarde sur le principe de la hausse généralisée ou sensible donc, des factures. Donc quand vous cumulez 2 mois, ça devient compliqué. Voilà, ça c'est le premier aspect. Alors les factures exagérément élevées, telles les factures de 2 millions dont vous
parlé, et ils sont là-dessus. Pour ne pas dire nous sommes là-dessus, nous sommes en train de faire sérieusement des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Dans un premier temps, nous avons tenu à vérifier, voir si les index qui ont servi à faire ce calcul-là sont justes. Il se trouve que pour l'instant, on n'a pas bouclé les enquêtes, mais c'est très avancé, la plupart sont justes. Alors, il se trouve qu'au même moment, il y a eu un mouvement des releveurs. Et là, nous sommes en train de découvrir des choses. Quand ça sera totalement avéré... Des choses comme quoi? Attendez, j'en arrive. Quand ça sera avéré, nous nous ferons fort de le publier. En fait, il y a eu des releveurs qui n'ont pas fait leur travail. Ils ont fait, en fait, des relevés fictifs. C'est-à-dire que... Ils sont assis chez eux et puis ils ont rempli... oui, plus ou moins, hein, si on veut caractériser. Et ça a réglé deux choses pour eux. Un, ça a arrangé plus ou moins le consommateur parce qu'il se retrouve à payer des faibles factures. Deux, il se trouve que plus vous relevez, plus vous avez un bonus. C'est-à-dire que l'ONIA a conçu avec les releveurs, je ne me rappelle pas des chiffres, hein, un nombre optimal de relevés par jour et par mois. Une fois que vous êtes au-dessus, ça constitue un bonus, donc comme une heure supplémentaire. Alors donc, ça les arrangeait de faire le maximum de relevés pour pouvoir encaisser ces bonus-là, qui des fois même avoisinent leur salaire de base. Voilà un certain nombre de conjonctions. Comme je dis, il y a eu des conjonctions, c'est vraiment des conjonctions qui se sont superposées. D'abord, la durée du relevé, due effectivement à la faible circulation durant le summum de la pandémie. Puis, il y a eu des releveurs complaisants. Alors, l'autre aspect, du point de vue de la modernisation, c'est qu'il y a le logiciel. Ils sont en train d'expérimenter un logiciel pour changer le système de relevé, c'est-à-dire pour passer d'un relevé, d'une facturation plutôt mensuelle à une facturation tous les 2 mois. L'explication, c'est que c'est tous ces effets cumulés qui ont amené donc ces factures. Mais un engagement est pris, ils sont même là-dessus, pour pouvoir corriger. Je ne peux pas donner les détails de la correction, mais les corrections vont regarder, ils ont l'habitude, c'est comme quand votre compteur est en panne, ils vont faire les consommations moyennes des 3 ou des 5 derniers mois, et puis ils vont facturer sur cette base-là. Voilà. Alors, un peu ce parlons de l'engagement principal justement de votre département, Zéro corvée d'eau. Okay. Monsieur le ministre Adori, à Wayuguya ou encore à Koudougou, à côté de nous, on peut prendre même l'exemple de Ouaga lorsque vous allez à l'est à Djikofé, ou à l'ouest à Zaktouli, à Marcoussi ou encore à Songo au sud, les femmes sont toujours en train de veiller pour chercher de l'eau. Oui. Comment vous expliquez cela? Oui. Puisque vous avez commencé par donc, la vision Zéro corvée d'eau, c'était bien de dire quel est l'entendement même de cette vision Zéro corvée d'eau. Parce que dans l'argumentaire, vous avez fini par aborder l'objectif 6.2 des ODD. Ça, c'est différent. Voilà, donc l'horizon est 2030. Donc, tenons-nous Zéro corvée d'eau d'abord. À 2020. Zéro corvée d'eau, d'abord dans son contenu classique tel que nous on le définit, d'abord c'est une vision. Et cette vision, en réalité, scientifiquement, elle est très relative. Ça veut dire que même si vous avez le robinet à la maison, vous allez toujours subir une corvée pour pouvoir accéder à ce robinet. Maintenant, il y a, comme je dirais, il y a corvée et corvée. Ça, on ne peut pas comparer ça à la femme qui attend 4 heures pour prélever l'eau. Donc, en termes clairs, en 2 mots, l'engagement Zéro corvée d'eau tenait essentiellement à 2 choses. Et la première chose, c'est qu'il fallait, parce que nous, on parle au niveau national, hein, je ne parle pas au niveau des villes. Des villes, je reviendrai. C'est qu'en 2015, il y avait 360 villages de taux d'accès zéro. C'est-à-dire, ce que nous considérons comme taux d'accès zéro, ils n'ont pas un point d'eau potable. 360. Un des objectifs de la Zéro corvée d'eau, c'était qu'à la fin de 2020, on devrait avoir 0 village
à taux zéro. Ça, c'est un aspect important. Et ce qui est fait? Et aujourd'hui, nous sommes à 69 villages à taux zéro. Et nous travaillons, nous espérons pouvoir respecter l'engagement à 0 village à taux d'accès zéro à la fin de 2020. En quoi faisant, comme on n'a pas beaucoup de temps, retenez que ces villages-là, pour la plupart, ce n'est pas parce que nous n'avons pas tenté d'y faire des forages. Je donne le cas de certains villages malheureux, parce qu'ils sont même chez mes parents en plaisanterie, vers Tougan là-bas. Dans un seul village, nous avons fait 9 forages. Tous les 9 forages sont négatifs. Parce que notre pays, géologiquement, est divisé en 2 entités. Il y a ce qu'on appelle le cristallin ou le socle, c'est-à-dire là où le sol est dur et il ne contient pas de l'eau. Voilà. Et c'est 80% du territoire du Burkina. Et 20% que nous appelons le sédimentaire, qui regorge d'eau, c'est essentiellement la région de l'Ouest, Bobo, Banfora, etc. Alors, l'idée, c'est justement ces fameux forages multivillages. J'ai fait une sortie il y a peut-être 1 mois où j'ai visité ces forages-là. Vous pouvez avoir un seul forage qui alimente facilement 1 à 2 communes. Donc là, le forage peut être situé à 20 km, à 25 km. Donc du coup, on règle la question des villages sans forage. C'est pas l'accès à l'eau, c'est pas une question de forage. Vous savez, notre vision, on va même dépasser les forages. On parle justement de corvée. Pour nous, la pompe à motricité humaine constitue une sorte de corvée par rapport à la borne fontaine ou par rapport au robinet à la maison. Et c'est notre tendance à travers justement les forages multivillages. Donc voilà un peu la solution qui est adoptée pour ça. Et l'autre aspect, attendez, je finis le milieu. L'autre aspect, c'est la distance. C'est-à-dire, on peut aller enlever l'eau facilement, mais il faut parcourir le moins de distance possible. En 2015, nous étions en moyenne autour de 1500 à 1700 mètres en moyenne en milieu rural par rapport au point d'eau. C'est des moyennes, hein, quand on parle de moyenne, acceptez qu'il y ait des pointes. Aujourd'hui, nous sommes en moyenne à moins de 1000. Nous sommes à 900, 800, 900. Et l'entendement, oui, moins d'1 kilomètre. Moins d'1 kilomètre. L'entendement, c'est ça. Mais même ça, je consens avec vous que c'est une corvée. Voilà. Mais allons doucement. Ne prenons pas des engagements que nous n'allons pas pouvoir réaliser. Voilà l'entendement. Alors, un milieu urbain. Un milieu urbain, la notion justement de zéro corvée d'eau, si on veut l'appeler ainsi, c'est que chaque citoyen ait soit un robinet chez lui, soit 500 mètres la distance maximale d'accès à une bonne fontaine et au maximum 300 personnes autour d'un point d'eau. Voilà un peu quelques éléments. Il y a d'autres éléments, mais ça c'est quand même en français plus facile. Je peux dire que dans la plupart des villes, et aussi que le point d'eau constitue un service permanent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un point d'eau où le robinet, il faut que l'eau coule. Si vous avez le robinet chez vous et il n'y a pas d'eau, le problème n'est pas réglé. Donc on doit avoir un service permanent, la continuité et la permanence du service de l'eau. Voilà l'entendement. Bon, en milieu urbain, on n'y est pas. Je ne veux pas. Je suis tenté de dire que c'est un peu plus compliqué qu'en milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, bon, il n'y a rien à cacher. Hein. Aujourd'hui, nous avons 58 centres urbains. Sur les 58, il y a 38 qui sont déficitaires. Voilà. Maintenant, on peut revenir sur les mesures que nous sommes en train de prendre, sur notre vision, mais c'est ça aussi la réalité. Alors, si vous voulez qu'on parle de Ouara, on peut parler de Ouara. J'ai bien peur que ça nous prenne beaucoup de temps, mais en fait, à Ouara, le problème, c'est quoi? Je vais résumer, parce que si je reviens sur les chiffres, je vais vous embrouiller. Mais sachez qu'aujourd'hui, depuis que Ziga 2 est en service, on produit presque 2 fois plus qu'on en a besoin à Ouara.
Ziga 2 aujourd'hui a la capacité de produire 350 000 mètres cubes par jour. Les besoins de la ville de Ouagadougou, ça ne dépasse pas 200 000 à 150 000 mètres cubes par jour. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le problème de Ouagadougou, c'est le problème de la distribution. Et depuis 4 ans, vous m'avez vu arpenter toutes ces zones dont vous avez cité là, que ce soit Limketa, Guy Kofé, pour regarder. Ça, c'est vrai. Mais c'est dû essentiellement à un retard sur les travaux. Ça, je ne vais pas m'étaler dessus. Je voulais même dire, c'est un peu la spécificité de notre activité, à savoir les chantiers. Parce qu'un chantier, tu ne peux pas mettre de soi. Si c'est toi qui s'assois dans un bureau, tu conçois une étude, tu peux faire des nuits blanches pour faire ton étude. Un chantier, tu ne peux pas. Voilà le problème de la ville de Ouagadougou. Mais je vous assure que c'est très avancé et très honnêtement, cette année, l'ampleur a été nettement atténuée. Les difficultés d'accès à l'eau dans la ville de Ouagadougou durant la période chaude a été nettement diminuée. Ça, c'est une réalité. Mais nous sommes à la limite convaincus, sauf cas de force majeure, que d'ici la fin donc, de la saison des pluies, les questions seront réglées. Je ne vais vraiment pas aller dans les détails. Parce que vous savez, vous devez passer des canalisations de 120 mètres de diamètre à travers des grandes voies. Et la technique qui a été mise dans l'étude, c'est la technique de fonçage, c'est-à-dire vous passez en dessous de la voie. Il se trouve que des entreprises ont pris le marché et n'ont pas le matériel pour faire ce travail. On fait comment? Mais on a fini par régler. Si vous allez vers la patte droite, vous allez voir effectivement des travaux qui se font dans ce sens. Tout comme ici aussi. Alors, on va inviter Asmao Kabore à venir, journaliste, venez installez-vous là. Bonsoir. Bonsoir, Simon. Vous êtes journaliste à Radio Omega. Vous êtes là pour échanger avec le ministre. Bonsoir, monsieur. Vous avez 10 minutes. Alors, monsieur le ministre, moi je suis... en tout cas, on reconnaît que vous avez travaillé pour cette ambition zéro corvée d'eau. Mais moi, je suis un peu pessimiste quant à ce que vous puissiez permettre à ces 69 villages d'avoir accès à l'eau potable d'ici décembre, monsieur le ministre. Et Simon Gongo a fait un état des zones périphériques. Et moi, je reviens sur la zone de Wapassi parce que nous avons encore fait des éléments dessus. Des nouveaux-nés qui n'arrivent pas à avoir de l'eau. Et je pense que c'est des reportages de 2017, monsieur le ministre. Je ne sais pas pourquoi, c'est surtout les disparités en milieu urbain et en milieu rural. Ce sont les mêmes zones-là qui connaissent en tout cas ces difficultés. Il y a des bornes fontaines, mais il n'y a pas d'eau. Monsieur le ministre répond. Ok, oui, très rapidement. Moi, je vous ai dit, c'est des données de terrain, c'est des activités de terrain. A priori, nous sommes optimistes. On n'a pas de raison de ne pas être là. Pourquoi? Parce que nous avons fait des forages à gros débit où nous comptons faire des distributions multi-villages. Et quand j'ai fait ma dernière tournée, un peu dans la zone un peu de l'ouest là-bas pour visiter ces forages, et effectivement, ils ont des problèmes d'équipement. Les travaux sont terminés. Il se trouve que les équipements, pour la plupart, sont d'origine allemande. Et avec la situation, c'est bloqué. C'est notre seule difficulté pour l'essentiel. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, bon, nous sommes optimistes. On va mettre le paquet, on va faire le maximum pour régler ces questions-là. Là où je peux verser dans votre pessimisme, mais nous, on ne va pas ça. Je vous assure que c'est difficile. Vous savez pourquoi? Parce que de plus en plus, avec l'explication de la loi 034, les populations vont vous dire qu'ils veulent de l'eau. Vous venez, vous faites un forage ici. Vous voulez transporter l'eau à 1 kilomètre. Les gens disent, vous ne traversez pas leur champ. On fait comment? Je vais revenir dessus. Oui, dont on parle. Nous sommes en train de faire des travaux à Ouagadougou. C'est bloqué. Pourquoi? Et par les populations qui disent que vous ne passez pas. Vous ne passez pas les tuyauteries devant chez eux. À Kaya, les gens ont tellement souffert sur l'eau à Kaya. Même au Guyane, c'est ça. On a été interpellés. On en a pris comme une affaire sentimentale. On a été soutenu par des partenaires. On a passé les marchés en gré à gré. Arrivé sur le terrain, problème. Bon, ça,
En fait, c'est surtout ces aléas-là que nous ne contrôlons pas. Sinon, si c'était des investissements linéaires, nous, on n'avait pas de problème. Je continue. Sur la question donc de Wapassi. Donc, bon, on se reverra en fin 2020 pour faire le bilan, volontiers. De toute façon, on n'inventera rien, on ne peut rien inventer. Ces villages-là, j'ai même la liste nominale de tous ces villages. Et pour la question donc, bon, vous avez donné le cas de Wapassi, ce n'est pas le seul cas. C'est ce que nous appelons les zones hautes. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Je ne nie pas que la question persiste. Mais je dis, avant, c'était totalement bloqué. Totalement bloqué. Il y a des entreprises qui avaient laissé tomber les travaux et puis ils étaient partis faire autre chose. On les a ramenés, les questions difficiles ont été réglées. Donc là aussi, nous gardons l'espoir que, encore une fois... Mais comment une entreprise qui a contracté avec l'État peut abandonner les travaux et puis circuler librement dans la République sans être inquiété? C'est là peut-être le problème. Oui, c'est Gongo, c'est courant, c'est pas seulement dans le secteur de l'eau. Comment? Vous êtes impuissant face aux entreprises? Non, non, c'est pas ça. On n'est pas impuissant. C'est la République, c'est la procédure. C'est-à-dire que la procédure aujourd'hui pour résilier un marché, quand l'entreprise exécute le marché à 60-70%, vous allez mettre peut-être 1 an pour résilier le marché. Alors vous avez tendance à dire, écoutez, le bénéficiaire qui est en face ne veut rien comprendre. Lui, s'il a l'eau, prenez le cas de l'eau, dans 3 mois, et avec, comme on dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Voilà. En fait, c'est ça qui amène. C'est-à-dire que nous, le maître d'ouvrage, on espère que, écoutez, bon, on trouve une solution, etc. En fait, c'est ça la question. Les procédures. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, nous avions des partenaires, quand les textes n'étaient pas développés, qui avaient un système. Vous faites l'appel d'offres, vous prenez les 3 meilleures entreprises. La première entreprise, vous lui donnez le marché. Les 2 qui restent là, dès que l'entreprise là est défaillante, en moins d'une semaine, le chef de projet, ça ne remonte pas jusqu'au ministre, le chef de projet résilie et il prend le suivant. C'était le fait, je crois que c'était le 6e ou le 4e fait, ça marchait parfaitement. Mais aujourd'hui, vous savez, c'est pour des questions d'équité, pour des questions de... Parce qu'on peut penser aussi que vous faites la force à l'entreprise et tout. Ok, mais donc voilà pourquoi un peu la question de la résiliation, partout, bon, le maître d'ouvrage hésite. Aujourd'hui, moi, c'est des barrages qui sont bloqués depuis plus de 5 ans. Parce qu'il y a eu des tentatives de résiliation. L'autre, il a contre-attaqué. Le dossier est parti en justice. Une fois que le dossier est en justice, l'exécutif se déconnecte. Mais le bénéficiaire, il regarde son barrage qui n'est pas terminé, mais tout le reste, ce n'est pas son problème. La question des quartiers hauts, c'est le cas de Wapassi, c'est le cas de bien d'autres quartiers, etc. C'est ça que j'ai expliqué, qu'a priori, la difficulté est levée. Maintenant, ça devrait avancer linéairement. Monsieur le ministre, 4 ans maintenant. Oui, 4 ans. Oui, c'est 4 ans. C'est 4 ans aussi durant lesquels nous aussi, on n'a pas dormi, durant lesquels on a tenté de trouver une solution. Je suis d'accord, c'est long. C'est long et en fait, ça n'arrange personne. Ni nous qui avons la charge effectivement de fournir l'eau aux populations, ni l'ONIA, parce que c'est l'ONIA, un milieu urbain, c'est l'eau, ni l'ONIA qui est obligé de donner l'eau gratuitement, parfois avec des citernes, etc. Alors que l'ONIA doit travailler à produire donc un résultat négatif. Donc nous reconnaissons. Mais nous gardons notre engagement à pouvoir régler ces questions-là le plus tôt possible. Autre chose, c'est la différence de coût. Parce qu'on voit qu'en milieu rural, les 500 francs le mètre cube d'eau et la tranche sociale, 188 francs. Quel est votre constat? Parce que c'est toujours une réalité. Vous avez pris un décret par rapport à cela. C'est ça. Est-ce que vos équipes suivent? Je vois que vous êtes bien informés. Effectivement, le gouvernement a pris une décision de diminuer le coût de l'eau en milieu rural. Et la diminution, elle sera faite progressivement dans l'objectif d'aligner les 2 tarifications. Et aujourd'hui, ce n'est pas en application. Nous sommes toujours dans la procédure d'application. Je ne peux pas vous donner une date. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est que, d'abord, vous savez, c'est géré par des fermiers. Vous savez ce que c'est. Alors, ça veut dire qu'en fait, ces gens, quand vous venez, vous baissez la recette, vous êtes obligé de revoir un certain nombre de textes contraignants à leur niveau. Parce que s'il est en faillite aussi, il ne va pas continuer le service. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la communalisation donc, des systèmes d'adduction. Ça veut dire qu'un fermier, ils vont gérer en moyenne 20 communes. Et ça nécessite des négociations avec les maires, des négociations avec les fermiers.
etc. Voilà un peu la difficulté. L'autre difficulté, c'est ce qu'on appelle les mises à niveau. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la continuité du service de l'eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alimentation en énergie, parce que ça nous cause beaucoup de problèmes, doit être mixte. C'est-à-dire Sonabel. Et comme Sonabel, de plus en plus, le ministère de l'Énergie fait un bon travail par l'alimentation donc des centres ruraux et des villages en énergie, ça nous règle en même temps notre problème. Et parallèlement par l'énergie solaire. C'est-à-dire que dans la journée, on fonctionne en solaire et dans la nuit, on fonctionne donc avec l'énergie conventionnelle. Voilà un peu les difficultés. Mais là aussi, on est en train de, on est très avancé. On est très avancé parce qu'aujourd'hui, par exemple, un peu pratiquement les 4 régions là, c'est-à-dire que le sud-ouest, les hauts-bassins, les cascades et la boucle du Moun, c'est pratiquement bouclé et ils vont être pratiquement des régions pilotes dans le cadre de la diminution de l'eau en milieu rural. Nous sommes d'accord pour ça. Par rapport à cette situation, les femmes vous interpellent parce que les foyers sont menacés, comme Simon l'a dit. Elles dorment pratiquement à la bonne fontaine et c'est vraiment très difficile pour ces femmes. Elles sont vraiment très fatiguées, enlacées de cette situation, Monsieur le ministre. Comme c'est un droit, bon, qu'est-ce que vous avez à dire au soir de ce mandat, en tout cas? Oui, ce que nous avons à dire, c'est que nous réaffirmons notre sensibilité donc, à cette situation. Nous sommes vraiment très très sensibles à cette situation, sauf d'autant plus que aujourd'hui, on reconnaît que la femme, du point de vue de sa contribution à l'économie de nos pays, du point de vue de sa contribution à l'éducation et tout, est incontournable. Donc, de ce point de vue, toute action, toute activité tendant à diminuer la pénibilité de l'activité de la femme nous tient à cœur. Donc ne vous en faites pas. Encore une fois, nous sommes très sensibles et nous espérons que au prochain dialogue, les chiffres seront plus reluisants, la situation sociale sera plus... Alors, merci à vous, Asma Daou, d'être venu échanger avec le ministre. On va prendre notre premier intervenant au téléphone. Il s'appelle Lionel Congo. On va vous demander de rejoindre votre place. Il nous appelle des Ignari. Bonsoir. Monsieur Congo n'est pas en ligne? Oui, allô? Voilà, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur Simon Congo. Votre question au ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Oui. Et voilà, moi, je voulais venir au niveau de... Il y a effectivement un grand travail qui est fait à ce niveau pour permettre à nos braves femmes de ne plus souffrir, surtout en milieu rural. Mais ce qu'on constate, bon, c'est vrai qu'il y a des efforts, mais beaucoup reste à faire parce qu'il y a les villages aussi qui se développent et il y a le nombre de la population aussi qui croît. Mais quand on regarde aussi ce qui est fait sur le terrain, franchement, il y a à féliciter. Et nous demandons en tout cas au gouvernement et surtout à vous qui êtes chargé du ministère de l'eau, en tout cas de travailler à ce que les mesures de toutes les options. Donc déjà en tout cas on vous dit merci pour ce qui a été fait, pour ce qu'on a vu parce qu'il y a des villages qui n'étaient pas le passé. On ne pensait même pas qu'on allait mettre un forage là-bas et aujourd'hui quand tu arrives, en tout cas tu vois les réalisations parce qu'on ne peut pas les cacher, c'est tellement difficile. Donc c'est ma contribution et demander en tout cas de redoubler d'efforts pour permettre à toute la population en tout cas de bénéficier de ces mesures. D'accord, merci M. Congo. On va demander à la régie de revoir notre retour parce que le son est assez faible. Donc, on n'entend pas très bien dans la salle ici. Voilà, on peut dire que le téléspectateur a fait un commentaire sur ce que vous faites sur le terrain. Surtout en milieu rural. En milieu rural, oui. C'est un soutien de vos actions sur le terrain. Peut-être qu'on peut avancer peut-être avec une question sur la plateforme. Oui. On va découvrir ensemble Monsieur Sakandé. Madame Sakandé, plutôt Nematou du plateau central. Bonsoir, Monsieur le ministre. Existe-t-il des mesures qui ont été appliquées pour permettre aux nombreux déplacés internes de bénéficier des services d'eau et d'assainissement? Si oui, lesquels? Quel bilan chiffré peut-on avoir?
Ok, bon, je ne pourrais pas donner un bilan chiffré ce soir, mais effectivement, par rapport à la question des déplacés, le ministère de l'eau, WaterAid et surtout l'UNICEF, nous nous sommes concertés pour voir effectivement quelle est la conduite à tenir. Et nous avons décidé que l'UNICEF pilote cet aspect-là. Donc, il y a vraiment un certain nombre de financements qui ont été mis en place et donc nous avons laissé la latitude à l'UNICEF de piloter ce volet. Effectivement, on peut donner un bilan chiffré, mais pas sur place comme ça, parce que ça nous demande de retourner vers eux. Mais comment c'est fait? L'UNICEF, en rapport avec nos directions régionales et des zones donc déplacées, on fait exécuter des forages, on fait exécuter des postes d'eau autonomes et on les met gratuitement à la disposition des populations déplacées. Et de telle sorte que si ces populations se retirent, c'est ce qui est notre souhait, ces ouvrages puissent être récupérés et réutilisés, soit réinjectés dans le réseau de l'ONIA, soit transformés en bonne fontaine ou gardés en poste autonome payant. Et je sais qu'ils sont à Kaya, ils sont à Arbinda, oui, avec Arbinda, des problèmes d'eau. c'est Arbinda, je veux dire, Arbinda, et ils sont aussi à Kongoussi. D'accord. Alors il y a M. Yacouba Traoré qui est au téléphone, il nous appelle de Ouaga. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Kango. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, M. le ministre. J'ai une préoccupation à partager avec M. le ministre. Je suis responsable du structure de développement et nous intervenons dans le parc, plus précisément dans la commune de Rolo. Et depuis 2014, à travers notre approche basée sur les droits humains, nous avons détecté des problèmes dans deux localités, précisément à Ibotiga et à Touessin. À partir du mois de mi-mars, mars, ces communautés-là cherchent l'eau à une distance de 5-7 km. Et bien avant ça, après la saison hivernale, c'est l'eau des mares qui passe quelques mois du moins avec leurs animaux. J'ai même des photos, des interviews avec les responsables villageois au niveau du Guet. Bon, à l'époque, on a même dit qu'à l'époque, on pilotait ce projet avec la Société nationale dans la zone. Et les responsables administratifs nous ont mis en relation avec un de leurs partenaires au niveau de Ouagadougou. Ils disaient à l'époque qu'il y ait forage, il faut qu'il y ait construction d'écoles. Donc, ce qui fait que ce problème demeure toujours de maintenant. J'ai quitté la maladie hier, mais bon, c'est toujours de ce qu'il faut. Donc, j'aimerais comprendre, savoir ce que le ministre de l'eau peut faire pour ces communautés-là qui souffrent réellement. J'ai toujours des photos et des interviews enregistrées au ministère avec moi. À l'époque, même, on avait transmis une copie du rapport au ministère de l'eau. À l'époque, on n'a pas réalisé jusqu'à On a compris la question, Monsieur le ministre va réagir. Monsieur le ministre. Oui, bon, vraiment, témoignage il faut faire régler votre... Oui, il y a parce que toujours un problème, moi, je vais effectivement, entendre surtout, je veux noter les noms des villages. De Il m'a dit que c'est la, il y a Rolo. c'est la commune de Rolo, c'est ça. mais les villages de cette commune-là. On n'entend pas très bien aussi, il y a quelques ruptures. Oui. Mais ce qui est sûr, il fait des témoignages où il y a des villages où les gens continuent de boire l'eau de mare avec leurs animaux, des gens qui doivent parcourir... Je n'ai pas entendu le chiffre, il a dit combien, 5 km ou bien c'est 20 km 5 km, c'est ça, pour pouvoir donc avoir accès à l'eau potable. Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites justement pour ces villages-là? Ok. Vous savez, c'est des témoignages, je ne peux pas nier parce que je suppose que les gens n'inventent pas. Quand on dit 5 km... Parce qu'il dit qu'il a des photos, il a des interviews avec lui. Bon, quand on dit 5 km, c'est peut-être vrai. Quand on dit que les gens boivent l'eau de mare avec leurs animaux, bon,
j'espère que c'est pas tous les jours. Voilà. Alors, je vais dire une chose claire. Aujourd'hui, le ministère de l'eau, par an, transfère 15% de son budget au maire. Parce que ce n'est pas au ministre de l'eau d'aller exécuter un forage dans une commune. C'est au maire. Il reçoit un budget pour l'eau potable, un budget pour l'assainissement. Il se réunit avec son conseil municipal et il détermine les priorités pour placer ses ouvrages. Donc, si nous... De toute façon, moi, j'interpelle l'intéressé de prendre contact avec la direction régionale du centre nord ou la direction provinciale de l'eau à Kongoussi. Parce que l'eau, oui, ça dépend de Kongoussi. Ah, non, pas Kongoussi. Je sais pas. Oui, il parle de Kongoussi. Oui. Ok, d'accord. Prends avec le directeur provincial pour me remonter l'information afin qu'on sache vraiment ce qu'il en est. J'ai bien peur que ça soit un hameau de culture un peu isolé où effectivement le problème peut se poser. Parce qu'il y a cette nuance-là. Nous, on travaille avec les villages administratifs. Mais il y a aussi des hameaux de culture qui, des fois, sont très nombreux. Mais comme souvent, c'est des gens qui sont isolés pour l'agriculture et l'élevage, on peut les oublier. Mais il nous arrive de faire des forages dans les villages d'éleveurs, dans les villages d'agriculteurs, etc. Voilà. Donc, je prends note. Je veux dire que je prends note, mais je ne suis pas du tout content parce qu'on n'avait pas besoin d'attendre pour parler de ça à cette tribune-là. Réglez ça avec vos maires, réglez ça avec nos services de concentré. Ok. Ali Tamboura de Djibo, il nous appelle de Djibo. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous écoute. D'accord, merci. Ok, donc la question est relative un peu à celle posée par Mme Kandé. Au regard un peu de placer un peu au niveau de la province pour parler du Djibo, connaissant Djibo également, qui connaît également de corvées d'eau depuis des années. Donc, au regard de tout ça, qu'est-ce que l'État entreprend en tout cas pour répondre à la corvée d'eau au niveau de Djibo? Voilà ma question. Merci. Monsieur le ministre, Djibo, entre-temps qu'il y avait des problèmes sérieux. Oui, effectivement, la question du Djibo, c'est une question très spécifique et nous profitons du micro pour en tout cas rassurer que la question est prise en charge, je suis tenté de dire, par les plus hautes autorités de ce pays. Alors, qu'est-ce qui est fait à Djibo? Je ne vais pas revenir sur la problématique. La problématique ne nous intéresse pas, mais vous devinez que la question sécuritaire y est un peu pour quelque chose. Voilà, par exemple, la station de l'ONIA est située un peu à l'écart de la ville et les agents ont subi des menaces. Et je peux même vous dire, l'ONIA a perdu déjà 3 agents par attaque terroriste, donc perd à leurs armes. Donc ça, c'est une question pratique. De toute façon, ça ne justifie pas. Alors la question technique maintenant, est-ce qu'elle est même technique? Il y a eu des problèmes d'approvisionnement en carburant. Et là aussi, on a trouvé une solution. Je profite en tout cas à témoigner ma reconnaissance donc, au détachement militaire qui est là-bas, parce que finalement, nous avons signé, enfin, on s'est entendu pour prendre les carburants. Alors maintenant, qu'est-ce qui est fait? Ce qui est fait, c'est cri de cœur, c'est un peu comme le cas de Waïbouya et le cas de Kaya, a été entendu. Aujourd'hui, nous bénéficions d'un financement de plus de, je peux me tromper, en tout cas plus de 100 millions de francs CFA pour apporter l'eau à Djibo. Et voilà ce qui est prévu. Il est prévu des forages qui vont être injectés dans... nos investigations font penser qu'on peut apporter jusqu'à 640 mètres cubes par jour dans le réseau de l'ONIA. Et nous avons prévu, sur le financement d'un partenaire, dont j'étais le nom, mais un partenaire classique, et c'est en cours, les marchés sont en train d'être passés, d'alimenter par énergie solaire. Et donc le marché aussi des plaques solaires et tout a été passé. Donc pratiquement Djibo sera en plein chantier dans les mois qui suivent. Et la programmation nous envoie en fin d'année, mais je préfère dire que d'ici la prochaine saison chaude,
Djibo va sortir donc de cette situation si tout ce qu'on a entrepris de faire aboutit. Et ça avance vraiment. Donc nous sommes totalement d'accord pour la situation, mais des mesures vraiment exceptionnelles ont été prises pour Djibo. Vous avez remarqué que le chef de l'État lui-même s'est déplacé et vous devinez que nécessairement ces questions-là sont réglées avec beaucoup de célérité. Alors, nous allons découvrir ensemble une question sur la plateforme. Monsieur Boukari du Centre-Ouest, à Djibo, il était prévu l'aménagement du barrage de la dite ville. Mais jusqu'à présent, rien ne se voit. La population désespérée est mobilisée pour son aménagement. Monsieur le ministre, que pouvez-vous apporter à cette ville actuellement? 80% de la population du Soum réside à Djibo. Ok, vous savez, en parlant de Djibo, j'ai failli même aborder la question du barrage de Djibo sans attendre même que la question me soit posée. Le barrage de Djibo, c'est un bon barrage, c'est un grand barrage. Et en temps normal, il ne tarit même pas. Voilà. Mais le barrage là, il est vieux. Il a été construit, je peux me tromper, vers les années 1969. Notez que la durée de vie moyenne d'un barrage en terre, c'est autour de 40-45 ans. Et donc, on n'est pas loin. Mais le problème du barrage de Djibo, il est ensablé. Il est ensablé, il est pratiquement bouché. Donc, nous avons lancé immédiatement une étude suite à la mission donc, du chef de l'État et à l'interpellation donc, des forces vives donc, du Soum. Nous avons lancé une étude pour pouvoir voir qu'est-ce qui peut être fait. Il y a deux cas de figure. Vous savez, on pense facilement au désenvasement. Les désenvasements, ce sont des techniques sur lesquelles nous sommes en train de faire des projets pilotes. Ce n'est pas maîtrisé. Ce n'est pas maîtrisé en coût, ce n'est pas maîtrisé en méthodologie et en approche pour ne pas créer le pire. Deuxièmement, il y a la possibilité de rehausser le barrage si l'étude le permet. Parce que pour rehausser un barrage, il y a quand même des conditions. Il faut voir si la cuvette a encore de la place. Il faut voir si vous n'allez pas inonder des infrastructures importantes. Donc il n'y a aucun problème. C'est une question sur laquelle le ministère est là-dessus. Voilà. Une autre question sur la plateforme qu'on va découvrir ensemble. Nakanabo, bonsoir monsieur. Ça fait presque un an qu'on ne retrouve pas un agent de votre ministère dans la province de Louroum. Ça fait plus d'un mois. On ne peut pas avoir une goutte d'eau au niveau des robinets dans beaucoup de secteurs à Titao. Cela est dû à quoi? Il pose la question, il est du Nord. Monsieur le ministre, pour la réponse. Ok. D'abord, la première question. Il n'y a pas d'agent au Louroum. Il n'y a pas d'agent de votre ministère au Louroum? Au Louroum. Oui. Je suis étonné, mais je vais vérifier. Il y a une direction provinciale. C'est une province. Le Louroum est une province. Ouais. Et nous avons une direction provinciale au Louroum. Peut-être qu'ils résident à Ouaouia les agents résident à Ouaouia pour telle ou telle raison. Parce que là aussi, nous ne valons pas la figure. Il y a eu beaucoup d'attaques dans cette zone-là. Et autant les populations se déplacent, vous savez bien que les agents de l'État aussi se déplacent pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, ça peut justifier, mais je ne peux pas le dire sur ce plateau parce que je n'ai pas été saisi, mais je vais vérifier. Alors, il me dit qu'il n'y a pas une goutte d'eau à Titao depuis... Secteurs, il parle des secteurs. Il y a des secteurs qui n'ont pas eu une seule goutte d'eau depuis un mois. Ok. Ça, c'est fort possible, mais j'aimerais bien que le problème soit posé avec plus de précision. Ça veut dire quoi? C'est le réseau ONEA. Parce qu'en fait, ce n'est pas toutes les communes qui sont alimentées par l'ONEA. Ou bien c'est le réseau d'un fermier, ou bien alors c'est des pompes à motricité humaine, etc., etc. Mais vous savez, je n'ai pas l'habitude de répondre pour faire plaisir aux gens. Je vais vérifier. Je vais faire vérifier. Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas au courant qu'il y a des secteurs qui n'ont pas une seule goutte d'eau depuis des mois. Parce que ça doit être remonté et il faut que je vérifie pour savoir c'est à quel niveau. On va découvrir une autre question. Oui. Traoré du centre. Certaines zones loties de la capitale Ouagadougou ne sont pas encore raccordées au réseau ONEA. Je prends l'exemple de la zone lotie de Taptenga,
dans l'arrondissement 10, secteur 45. À quand un projet de raccordement de ces zones au réseau afin de soulager les populations de ces zones-là? Ok. Qu'il ne s'en fasse pas, c'est prévu. C'est prévu dans le cadre du Ziga 2, mais c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, si déjà ceux qui sont raccordés, nous ne réglons pas leurs problèmes, je crois que c'est quand même le plus urgent. Les autres, il est difficile pour moi aujourd'hui de donner une planification. Mais je les rassure parce qu'il est prévu plus de 122 kilomètres de réseau, donc de raccordement à l'issue donc de Ziga 2. Donc c'est prévu, je ne saurais pas vous donner une date, mais qu'il ne s'en fasse pas. Toutes les zones non loties, seront raccordées à l'ODA. Comme je vous dis, on n'a pas de problème d'eau, on a juste un problème donc de travaux de mise en place des réseaux. Alors j'appelle ici notre deuxième invité à nous rejoindre, Djamila Topan, qui est venu donc ce soir pour échanger avec vous. Installez-vous. Vous êtes étudiante, bonsoir. Ça c'est un plaisir, je comprends pourquoi il rigolait, c'est une Topan. Okay. Vous avez donc 10 minutes pour échanger avec monsieur le ministre. Et pendant que vous vous installez confortablement, voilà, vous avez la parole. Ok, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir madame. D'abord, je tenais à vous féliciter pour les efforts déjà engrangés dans le domaine de l'assainissement. Voilà. Monsieur le ministre, nous aimerions savoir ce qui est fait au niveau de votre département face à la baisse du budget alloué à la question de l'eau et de l'assainissement. Monsieur le ministre. Okay. Oui. Moi aussi, à mon tour, je vous remercie pour l'intérêt effectivement que vous portez à la chose. Et je suis même content qu'on m'interroge sur l'assainissement parce que souvent, c'est comme on dit, hein, c'est le parent oublié du secteur assainissement. Et vous avez aussi raison, et je vois que vous suivez l'actualité. Effectivement, les budgets alloués au secteur de l'eau sont partis d'une façon, une tendance à la baisse depuis pratiquement les 4 dernières années. Donc pratiquement depuis qu'on est là. Je ne cherche pas à justifier qu'est-ce qui est dû, qu'est-ce qui a amené ça, mais c'est la situation nationale. Vous voyez qu'il y a même une loi rectificative. Sachez que dans cette loi rectificative, seulement chaque département voit son budget diminuer. Vous voyez qu'il y a pratiquement plus de 20% du budget qui était alloué à la sécurité. Sachez que les ministères ont eu le budget diminué puisque c'est la même caillotte. Alors, qu'est-ce qui est fait? En réalité, nous menons deux actions possibles. La première action, c'est que nous travaillons avec nos partenaires classiques, techniques et surtout financiers, effectivement, qui mettent des financements à notre disposition à travers l'ABS, l'appui budgétaire sectoriel. Et de ce point de vue, nous arrivons bon la main là à approcher nos programmations. On les approche sans les atteindre parce que aujourd'hui, quand je regarde le programme budgétaire assainissement des eaux usées et excréta, on est très loin des budgets programmatiques. Donc voilà un peu comment on s'y prend. Bon, deuxièmement, vous savez, il y a le mode d'exécution des infrastructures d'assainissement. Nous essayons au maximum de réduire les coûts. Vous savez, une latrine, ça va de 70 000, si vous voulez, à plus de 150 000. Donc nous essayons d'avoir la contribution des populations pour réduire les coûts. Nous essayons d'utiliser, le fait utiliser des matériaux locaux pour diminuer les coûts. Voilà un peu un certain nombre d'approches. Et puis peut-être que vous avez entendu parler de l'ATPC, l'assainissement total porté par les communautés. Ça aussi, c'est une contribution des communautés à l'assainissement. Okay. Monsieur le ministre, en 2015, le gouvernement a pris l'engagement d'accorder 0,5% du PIB aux dépenses liées aux questions d'hygiène et d'assainissement. Et à nos jours, nous sommes à 0,09%. Nous aimerions savoir plutôt ce qui explique cette situation.
Oui, bon, effectivement, encore une fois pour vos questions qui sont très précises, il y a deux choses qui expliquent cette situation. Vous savez, aujourd'hui, vous dites qu'on est à 0,09%, sûrement, et même les 0,05%, on ne les avait pas atteints. Ça c'est même une question de baisse, on ne les avait pas atteints. Et là, il y a deux raisons qui expliquent cela. Je l'ai expliqué un peu tout à l'heure. Vous savez, l'assainissement, la difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de réaliser des ouvrages d'assainissement. Il faut réaliser des ouvrages qui soient utilisés. Et pour qu'un ouvrage soit utilisé, bon, c'est très compliqué. Il faut d'abord que culturellement, parce qu'il y a des fois des difficultés du point de vue des blocages culturels et sociologiques qui existent. Donc il faut que ça soit levé. Deuxièmement, il faut que l'infrastructure soit entretenue. Je vous appelle, vous allez dans une maison des jeunes, vous trouvez une latrine publique là-bas. Je vous assure que dès que vous ouvrez la porte, vous allez repartir. Donc, alors, il se trouve que nous ne réalisons pas les ouvrages d'assainissement de façon alignée comme ça. Nous les réalisons à la demande. Donc, il est arrivé que nous mettions des ressources à la disposition de ce volet et qu'à la fin de l'année, nous n'arrivons pas à consommer ces ressources parce qu'il n'y a pas eu de demande. Même en ville séparée, vous savez que l'ONIA, il y a l'assainissement à l'ONIA, parce que nous, on a l'assainissement au ministère à travers la direction générale de l'assainissement, et l'ONIA aussi fait l'assainissement à travers donc, cette direction de l'assainissement. Mais les puits perdus et les dalles qui sont donnés gratuitement dans les quartiers et dans les zones où les personnes qui n'ont pas les moyens de le faire, mais des fois l'ONIA reste avec l'argent sur les bras, parce qu'il n'y a pas de demande. Voilà. Donc ça, c'est un aspect. Bon, l'autre aspect, c'est la situation économique et financière globale de notre pays. Et vous savez, quand nous regardons ces engagements, souvent c'est des engagements avec des partenaires au plan international. L'agriculture, il faut mettre 10%, l'eau, il faut mettre peut-être 5%, l'énergie. À la fin, il n'y a plus rien. Donc, on signe ces engagements, mais on essaie de les mettre en place de façon progressive. Voilà. Sinon, votre question est pertinente et je le connais, même nous, qu'il y a beaucoup d'efforts à faire dans le volet assainissement, parce que sans assainissement, en fait, il n'y a pas d'eau potable, façon de parler. Oui, suivant, oui. Okay. Selon les données, le taux d'assainissement en milieu rural est de 17%. C'est juste. C'est juste. Et nous remarquons aussi qu'il n'y a pas d'infrastructure adaptée pour les personnes vivant avec un handicap. Alors, nous voulons savoir qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour faciliter l'équité dans la réalisation des infrastructures d'assainissement. Ok, très bien. Oui, ce que vous dites, bon, le taux il est faible, 17%, alors que dans l'engagement du président, en 2020, on devrait être à 50%. C'est exactement 17,4%. Totalement d'accord. Par contre, pour la question donc, de l'équité d'accès aux infrastructures d'assainissement, en fait, c'est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de faire des infrastructures qui tiennent compte effectivement du respect des droits humains. Alors, les latrines aujourd'hui, les plans aujourd'hui en exécution, parce que bon, c'est des générations, hein, peut-être qu'on va revenir normaliser, mais aujourd'hui, je vais aller vite. La latrine classique, surtout au niveau familial, ça ne cause pas de problème, c'est surtout les latrines institutionnelles. La latrine classique, c'est la chose suivante. Vous avez une cabine homme, et avec une cabine handicapée. Ce qu'on n'a pas pu faire à ce jour, c'est de prévoir une cabine handicapée homme et une cabine handicapée femme. C'est une cabine handicapée pour les deux sexes. Je crois que c'est classique. Je crois que même en Europe, généralement, c'est comme ça. Comme il y a quand même, quoi qu'on dise, moins de handicapés que de personnes valides, c'est comme ça. Alors, la cabine femme, effectivement, vous avez une cabine dame, mais avec des équipements, comment je vais dire ça en français facile, de préservation de la dignité de la femme et de la jeune fille. Je pense que vous savez de quoi je parle. En
il est prévu des dispositifs pour donc la femme et la jeune fille. Ça, les nouveaux plans, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous voulez construire une cabine publique, vous allez à la direction générale de l'assainissement, quand ils vous remettent les plans, c'est comme ça. Voilà. Mais ça, c'est la construction, l'infrastructure. Maintenant, il y a l'équipement et l'entretien. Ça, j'insiste beaucoup sur cela. Voilà. Sinon, c'est fait. C'est intégré et c'est une nouvelle approche. C'est obligatoire même. D'accord. Oui. Il ressort que seulement 23% d'écoles disposent de toilettes adaptées pour les jeunes filles. Vous savez, le manque d'infrastructures d'assainissement dans les institutions ont pour conséquence l'absentéisme, le manque de concentration pour la jeune fille. Alors, nous aimerions savoir ce qui est fait à votre niveau pour faciliter l'accès à ces infrastructures dans les écoles, pour permettre aussi aux jeunes filles d'être à l'aise quand elles sont à l'école ou au travail, par exemple. Oui, j'ai déjà répondu en partie à cette question. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est obligatoire quand vous construisez une latrine institutionnelle, c'est-à-dire dans les écoles, dans les services, dans les lieux publics, tels les maisons des jeunes, maisons de tout ce que vous voulez, de prévoir spécifiquement une cabine femme avec un certain nombre de commodités, je vais le dire, leur permettant notamment la gestion des menstrues. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. C'est obligatoire. Et maintenant, il y a le problème du financement. Aujourd'hui, nous avons des financements, nous avons des partenaires qui, même dans leur conditionnalité, disent qu'il faudrait normaliser et équiper toutes les écoles de latrines. C'est obligé. Voilà, ça fait partie, la latrine et le point d'eau. C'est obligatoire maintenant. On va dire merci à Djamila Toban d'être passé échanger avec vous, Monsieur le ministre. Donc, on va poursuivre avec question plateforme qu'on va découvrir ensemble. Sawadogo Hilaire du Centre. Bonsoir, Monsieur le ministre. Pourquoi nous investissons autant d'argent pour construire des petits barrages avec des volumes souvent inférieurs à 1 million de mètres cubes qui tarissent en mars-avril? Ne faut-il pas revoir notre politique et construire de grands barrages comme Samandeni ou Bagré? Très belle question. Tout à l'heure, je parlais donc de forage multi-village. On peut aussi parler de barrages à usage multiple, sur lesquels nous faisons ce qu'on appelle des centres de production d'eau pour distribuer à plusieurs villages avec tous les... Alors, quel est le problème? Le problème des grands barrages. Pour construire un grand barrage, il faut une topographie adaptée. Quand vous partez à Samandeni, vous voyez que c'est bordé de collines. Quand vous partez à Bagré, à Kompienga, c'est bordé de collines. Mais l'essentiel de notre pays est plat. Donc si vous barrez l'eau, mais c'est plat. Vous allez barrer quand vous barrez, c'est une petite digue, c'est effectivement des petits barrages qui tarissent. Ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. Mais on estime que, bon, à défaut de pouvoir construire des grands barrages, si nous avons fait des études sur les sites de grands barrages, par exemple, on a 4 études de grands barrages qui sont disponibles. Mais attention, je vous dis attention. Comme Ouessa, Bougriba, Bassiri, Banwali, mais ils coûtent excessivement cher. Et Ouessa, aujourd'hui, je ne veux pas effrayer ceux qui m'écoutent, en tout cas, coûte plus de 100 milliards pour construire. Et ce n'est même pas là la question. Comme le pays est globalement plat, les barrages s'étalent. Et puis ils inondent des concessions, ils inondent des champs de culture, ils inondent des routes. Et ça coûte extrêmement cher. Si je prends encore le cas de Ouessa, pour mitiguer l'effet de l'inondation et consorts et de la perte des infrastructures rurales, l'État va débourser plus de 42 milliards. Samandeni, que vous avez vu tout à l'heure, c'était le même problème. Samandeni, il y a eu jusqu'à 6 villages qui ont été déménagés avec une population de plus de 40 000 habitants qui ont quitté et l'État a dû investir, là aussi pareil, près de 50 milliards pour régler la question. D'accord. Une autre question. Sur la plateforme Banorochek du Centre, bonsoir Monsieur le ministre. Il y a un chercheur burkinabé du nom de Mamadou Dango
qui dit avoir trouvé un plan qui consiste à la réalisation d'un forage capable d'alimenter une ville de 140 habitants pendant plus de 147 ans. Avez-vous connaissance de cela? Si oui, envisagez-vous exploiter cette piste? Non, je n'ai pas connaissance et je l'invite vivement à nous montrer le projet. Parce que c'est vraiment la dynamique dans laquelle nous sommes partis. Par exemple, Védidougou, nous avons pu faire un forage là-bas, parce que quand il dit un plan, c'est pas un plan, c'est la ressource. Il faut trouver la ressource, c'est tout. Nous avons trouvé un forage de plus de 300 mètres cubes. Plus de 300 mètres cubes, on alimente plus de 140 000 habitants. On alimente facilement 200 à 270 000 habitants. Okay. Voilà. Mais sachez que c'est vite dit, mais ce forage-là, il faut autour de 6 milliards pour pouvoir faire l'équipement. Une autre question sur la plateforme. C'est très bien. Dango, je ne sais pas si c'est le même Dango. Mamadou Dango, oui. Encore Sawadogo Hilaire, du centre. Bonsoir, monsieur le ministre. Des études de grands barrages hydroélectriques de Wessa, Bassiri, Banwali ont été menées. Quelle suite comptez-vous donner à ces études? Votre département mène-t-il la réflexion sur améliorer les méthodes de quantification des apports liquides? Bon, ok. C'est vraiment un technicien qui parle. Oui, c'est un technicien. Bon, pour la première partie de la question, nous sommes en recherche de financement. Si je prends le cas de Wessa, nous avons quelqu'un qui est intéressé. On est en train de discuter ensemble sur la faisabilité. Je vous ai donné le coût. Sachez qu'on ne vient pas comme ça investir 120 à 120 milliards et sans calculer le retour sur l'investissement. Et l'État non plus n'a pas suffisamment de ressources. Ce n'est pas évident que ça soit la priorité numéro 1 de bloquer 200 milliards dans le budget de l'État, etc., etc. Mais si on a fait l'étude, c'est qu'on a bien l'intention de les exécuter, sinon l'étude nous a coûté cher. Alors, la deuxième partie, il parlait de quoi là? Oui, les dépôts, les apports solides. Bon, oui. Et en fait, ce qu'il appelle apport solide, c'est quoi? Vous savez, c'est les apports solides qui amènent le comblement des barrages. C'est-à-dire quand l'eau ruisselle, il prend de la terre fine ou des articles flottants, il arrive dans la cuvette et ça se dépose. Alors aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs n'avaient pas étudié une formule précise et expérimentée sur les apports solides. Mais aujourd'hui, à 2IE, nous avons, je ne vais pas faire sa publicité, le professeur Karambiri qui mène vraiment, qui a un bon laboratoire sur effectivement les calculs et la maîtrise des dépôts solides. Et nous sommes en train de restaurer le lac BAM. Dans le cadre justement de la restauration du lac BAM, il y a cette approche-là de gestion des dépôts solides. En fait, on fait des seuils amont de décantation sur le bassin versant. Bon, il sait de quoi je parle. On n'est pas tous initiés, on ne comprend pas trop, donc on va nous épargner de toutes ces questions de solide et liquide. Monsieur Lamoussa François, je ne sais pas d'où il appelle. Bonsoir. Bonsoir, j'appelle depuis Ouagadougou. J'aimerais poser ma première question à monsieur le ministre. Est-ce que l'eau de l'ONEA est potable? Parce que durant la conférence de presse des agents de l'ONEA, ils ont, sur leur table, il y avait l'eau minérale. Je me suis posé la question, si c'est potable, pourquoi eux, ils n'en boivent pas? Ça, c'est la première question. Tout comme monsieur le ministre a l'eau minérale sur le plateau ce soir. Ah, voilà. Et lui, il dit que c'est potable, il n'en boit pas. Maintenant, ma deuxième question. Depuis que la Banque mondiale a commencé à financer l'ONEA, on a remarqué que les robinets là, les têtes de robinet sont un peu défectueuses. Ça veut dire qu'ils nous placent des têtes de robinet qui sont déjà usées. Est-ce qu'il a fait la remarque et quelle est peut-être la level ou je ne sais pas ce qu'il peut faire pour remédier à ça? Parce qu'on a remarqué que même si la tête est neuve, si vous ouvrez le robinet, vous allez voir de l'eau un peu jaunâtre qui va descendre avant que l'eau claire n'arrive. Est-ce qu'il a vu vent de ça? Qu'est-ce qu'il compte faire? Merci et bonne soirée. Bon, pour finir, il y a M. Dango qui disait qu'il avait besoin d'une trentaine de millions et lui il parle de 6 milliards. Je ne sais pas si... Ok, merci.
Merci beaucoup. Ok. Oui, je réponds tout de suite. L'eau de l'ONIA est belle et bien potable. Voilà, ça, non comment pour ça. Alors, l'utilisation de l'eau minérale. Bon, je crois que dans tous les pays du monde, on utilise de l'eau minérale. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La vraie définition de l'eau minérale, normalement, c'est de l'eau naturelle sans traitement. Quoi qu'on dise, de l'eau sans traitement, et quand vous prenez, je suis pratiquement de dire des eaux usées, quand vous utilisez l'eau du barrage numéro 3, là, si vous partez voir l'eau brute, là, mais il faut... Voilà. Mais ça devient potable. Mais quoi qu'on dise, on est obligé d'ajouter des produits chimiques. Ça, c'est une réalité. Mais qui, normalement, sont inoffensifs pour la santé. Deuxièmement, moi, je connais un pays, c'est la Suède. En Suède, l'eau du robinet est très, très, très contrôlée. Et ce qu'on appelle le goût organoleptique, là, même le goût, là, est très, très, très contrôlé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur eau, ils ont mis dans des bidons plastiques, les ont même mis dans des canettes, comme les canettes de bière ou de Fanta que nous avons ici. En fait, c'est des questions pratiques. Voilà. Si c'était un bidon d'eau ou bien je ne sais pas quoi qui était posé ici, c'est pas aussi pratique que l'eau conditionnée. Donc le conditionnement là est important pour l'usage de ces eaux-là. Sinon, il y a certaines eaux, je ne suis même pas sûr qu'ils sont aussi potables que l'eau de l'ONIA. Mais il y a un problème de conditionnement. Ok, donc ça. Et deuxièmement, la question du robinet à tête usée, je ne vois pas trop de quoi il parle, mais si c'est les équipements, les fournitures, la qualité des fournitures, je suis totalement d'accord avec lui. Parce que, je prends le cas des robinets dont il parle, il y a eu un moment, parce que nous, à 60 ans, il y a eu quand même des moments, mais un robinet, on ne savait même pas que ça se gâtait. Excusez-moi le terme. On ne savait même pas que ça se gâtait. Tu peux faire 5 ans, 10 ans. Moi j'ai une lampe néon comme ça que j'ai installée depuis 1987 et qui marche toujours. Imaginez. En fait, c'est général. Je veux pas, c'est sur un plateau des choses que je ne peux pas dire. Aujourd'hui, de plus en plus, les fabricants là, ils fabriquent pour la société de consommation. C'est ça globalement. En matière d'équipement, ce n'est pas seulement les robinets, c'est partout dans la vie, c'est partout pareil. Donc c'est ça la question. Et dans nos pays, malheureusement, il n'existe pas des magasins spécialisés dans la qualité. Je ne peux pas faire la petite de qui que ce soit. Et si vous prenez en Europe, même ici il en existait, mais ça a disparu. Pourquoi? Parce que le même article là, l'article que tu vas acheter à 1000 francs dans la rue là, dans cette boutique-là, tu l'achètes peut-être à 5 000 ou à 6 000. Mais ce n'est pas le même. 6 000, si tu peux faire 5 ans avec, celui-là, tu l'achètes 1 000 francs, tu fais un mois. Prenez même surtout les matériels de quincaillerie. Donc, en fait, c'est ça. L'ONIA n'a rien à voir avec ça. Je ne vois pas le rapport avec le financement de la Banque mondiale. Parce que la Banque mondiale met des ressources à notre disposition pour exécuter nos projets. Ce n'est pas des prêts marchandises où ils sont obligés d'amener les produits comme certains partenaires. D'accord. Voilà, ça n'a rien à voir. Monsieur Aruna Drabo, qui est là. Il va aborder la question de l'intégration de l'eau avec d'autres secteurs, notamment la santé, l'éducation et les changements climatiques. Aruna Drabo, bonsoir. Bonsoir Simon. Vous êtes de l'association des blogueurs du Burkina et vous avez 10 minutes pour échanger avec le ministre. Monsieur le ministre, vous êtes gâté ce soir, un deuxième SAMU pour échanger avec vous. Oui, j'ai failli le dire. Ça n'arrive pas, c'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Okay. On y va. Il y a de cela 5 mois que la maladie à coronavirus sévit au Burkina Faso. Et votre département a eu à adopter un plan de riposte à hauteur de 6 milliards. C'est bien, c'est à apprécier. Alors, la prévention de la maladie, l'hymne de la prévention de la maladie à coronavirus reste laver nos mains, respect des mesures d'hygiène. C'est bien là des questions spécifiques à votre département. C'est d'ailleurs votre ministère qui organise chaque année la journée internationale du lavage des mains. Alors, mais on ne vous a pas trop senti sur la scène pendant les temps forts de la crise Covid-19 jusqu'à maintenant. Que se passe-t-il? Ok, je vous remercie. Tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Donc, je ne reviens pas dessus. Mais
Je ne sais pas s'il faut que à mes déplacements, à mes interventions, j'appelle la télé ou etc. On ne m'a pas senti pour 2 raisons très simples. La première raison, c'est que c'était une période où les attroupements, il fallait les éviter au maximum. Sinon, personnellement, j'ai fait le tour de certaines écoles, j'ai fait le tour de certains centres de santé, j'ai fait le tour de certains espaces publics pour montrer même comment on lave les mains. Mais on a plus vu vos collègues de l'éducation et de la santé, alors que quand on parle de lavage de mains, quand on parle de mesures d'hygiène, comme repère pour prévenir la maladie, oui. On s'entend plus avoir M. Ambroise Nouga. Oui, parce que l'éducation et la santé, ils ont déjà une communauté prédisposée. Moi, chaque année, quand on fait la journée de lavage de mains, là, généralement, pour donner un gros impact à la chose, c'est soit le chef de l'État, soit le Premier ministre et dans une certaine mesure, le ministre. Mais c'est une cérémonie, une journée mondiale, c'est une cérémonie. Vous verrez que même la journée mondiale de l'eau, maintenant, on est en train de vouloir lever les mesures. Vous ne pouvez pas faire venir des partenaires, vous ne pouvez pas faire réunir 50 personnes. Voilà tout. Si nous donc nous étions sur le terrain, mais ce n'était pas médiatisé. Voilà. Ah, ce n'était pas médiatisé. Alors que nous, on avait besoin de voir Ambroise Nouga. M. Ambroise Nouga beaucoup sur la scène. Également, il y a M. Ambroise Nouga. Bon, comme c'est un esclave, souvent j'oublie. Non, mais là, c'est le ministre qui est sur le plateau. D'accord, oui. Il y a également un autre paradoxe. Votre département a perdu 33 milliards pour alimenter le plan de riposte au Covid-19. On aurait retiré 33 milliards à votre département pour alimenter le plan Covid-19. Alors que quand on parle de lavage de mains, d'accès à l'eau, d'hygiène, comme étant vraiment des remèdes contre le Covid-19 en attendant, et on retire des fonds au ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, pendant qu'on s'attendait à une augmentation spéciale des fonds de ce ministère. Comment expliquer ce paradoxe? Ok, d'abord, je corrige quelque chose. Je ne sais pas où vous avez trouvé le chiffre de 33 milliards, mais c'est autour de 12 milliards. Autour de 12 milliards. Suite à la LFR, là, c'est ça qui a amené la LFR. Alors, je ne veux pas aussi que vous dites qu'on a retiré de l'argent au ministère de l'eau. L'argent, là, le budget de l'État, c'est pour l'État. Et l'État fixe ses priorités. Si dans un premier temps, des priorités ont été fixées pour affecter les lignes budgétaires, si une pandémie arrive, tel que son nom l'indique, ça prend tout de suite la première priorité. Et ces réductions budgétaires dont a suivi aussi le ministère de l'eau et de l'assainissement, comme les autres départements, ont effectivement servi à lutter contre la Covid-19. Monsieur le ministre, la réussite d'un plan de riposte contre la maladie à coronavirus, ce n'est-ce pas améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène au profit des populations? Laissez-moi venir. Non, moi j'aimerais que monsieur le ministre, réponde à cette question. C'est l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'hygiène pour la réussite du plan de riposte. Laissez-moi le ministre répondre. Oui, laissez-moi venir. Ouais. Et sachez que ces 12 milliards qui ont été affectés à la mitigation, enfin à la lutte contre le Covid-19, dedans, il y a des investissements en eau là-bas. Tout à l'heure, on a parlé des déplacés. Et tout à l'heure, on a parlé de... comment on appelle ça encore? Bon, on n'a pas parlé. Si vous prenez le cas des équipements, si vous prenez le cas de tout ce qui est campagne de sensibilisation et de médiatisation pour la Covid-19, mais une bonne partie est financée par le budget de l'État. Et le budget de l'État n'a pas une autre provenance que les départements ministériels. Donc le secteur de l'eau est bien une question transversale. Donc ne voyons pas ça de façon trop sectorielle comme ça. Il n'y a pas que l'eau. Vous pouvez disposer de l'eau si vous n'avez pas de savon, si vous n'avez pas fait un travail de sensibilisation pour que les gens viennent laver les mains. Regardez en ville, observez en ville, beaucoup de lave-mains sont aujourd'hui totalement inutilisés. Voilà, donc, bien sûr. Beaucoup de lave-mains sont actuellement inutilisés. Pourquoi? Manque d'eau? Je ne sais pas, c'est de la négligence, c'est un problème de sensibilisation. Manque d'eau, il y a assez de dispositifs aujourd'hui. Lorsqu'on passe, il n'y a pas d'eau. C'est eux qui n'ont pas mis l'eau, ils n'ont pas mis l'eau, c'est tout. Monsieur le ministre, l'eau... On va poursuivre. Monsieur le ministre, l'eau, c'est la vie, c'est bien ça? L'eau, c'est la vie, c'est bien ça? Je ne peux pas dire oui. L'eau, c'est la vie. Oui. Alors pourquoi cette vie
peine à naître et à grandir au niveau des politiques sectorielles, précisément l'éducation et de la santé. Oui, et ça dit, donc pour la Covid, je vais être très clair dans ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les fonds qui ont été mis autour de la Covid concernent la nation. Et donc c'est devenu une priorité nationale. Ça c'est un. Deuxièmement, je n'ai pas bien compris votre question. Pourquoi la santé et l'éducation peinent à faire quoi? Oui, je donne des chiffres. Oui, donnez-moi Par les exemple, chiffres. 41,3% des écoles, seulement 41,3% des écoles ont accès à l'eau. Pendant ce temps, 16,6% des centres de santé n'ont pas d'équipement de points d'eau potable. Alors, comment faire des accouchements, comment par exemple faire des interventions chirurgicales s'il n'y a pas d'eau? Comment aller à l'école sereinement s'il n'y a pas d'eau? Et voilà pourquoi je vous ai posé la question. L'eau c'est la vie. Si l'eau c'est la vie, pourquoi cette vie peine à naître et grandir au niveau de ces politiques sectorielles de l'éducation et de la santé? Ok, je vous réponds. En fait, j'avais déjà répondu à cette question. Il faut savoir que par le passé, vous êtes très jeune, par le passé, aucune école ne disposait systématiquement d'un point d'eau. Ça n'existait pratiquement pas. Par le passé, aucune école, moi je vais parler surtout du milieu rural, pas en ville, aucune école ne disposait d'énergie. Aujourd'hui, depuis pratiquement, ça vaut 6 ans ou 5 ans, c'est devenu systématique. Si vous partez prendre les plans types pour l'utilisation de l'ouverture d'une école en milieu rural, le forage est dedans. Mais monsieur le ministre, le taux est toujours faible. Ça veut dire si on essaie de faire les calculs rapidement, 41%, ça veut dire qu'il y a plus de 50% d'écoles aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'eau. 16% seulement des centres de santé. 16% des centres de santé n'ont pas accès à l'eau, c'est quand même beaucoup. Oui, quand même ça veut dire que dans ces 16% des centres de santé, on ne peut pas paisiblement faire des opérations. Oui, ça dit que moi, je ne connais pas vos chiffres, je ne connais pas la situation, mais aujourd'hui le gouvernement est engagé à normaliser toutes les situations que vous avez citées. Donc ça est en cours alors. C'est totalement un engagement. Je peux vous dire, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses que je ne veux pas dire, mais nous disposons d'un financement de plus de 50 milliards, je veux dire de la Banque mondiale, où la priorité de l'eau, c'est au niveau des centres de santé, c'est au niveau des écoles, etc. C'est-à-dire vous commencez par là. Mais ça ne se fait pas en 1 an, en 2 ans. Ça se fait progressivement. Je n'ai pas les chiffres, je peux vous ressortir chaque année le nombre d'écoles et de centres de santé normalisés. Donc, monsieur le ministre, à 5 mois de la fin du mandat, à 5 mois de la fin du mandat, on retient que vous êtes toujours au niveau des vœux d'intention. Ça, c'est ce que nous, on va retenir en tant que citoyens burkinabés. Maintenant, on va parler de la protection des ressources en eau. Depuis 2009, il a été adopté la loi sur la contribution financière en matière d'accès à l'eau. Voilà, donc ceux qui sont des pollueurs de l'eau, il faut qu'ils payent. Et jusqu'à aujourd'hui, votre département, l'État burkinabé, peine à collecter ces taxes. Que comprendre? C'est une faiblesse de l'État? En rappel, effectivement, c'est exactement depuis février 2008 que effectivement, la loi a été prise. En 2009-2010, ça, ce sont les décrets et peut-être les arrêtés d'application. Effectivement, depuis cette loi-là, les dispositions sont prises pour recouvrir ce qu'on appelle la CFE. Et la CFE, c'est 3 composantes. Si tu prélèves l'eau, tu payes l'eau, sauf pour des usages domestiques. Si tu détournes le cours de l'eau, tu payes, modification du régime de l'eau. Si tu pollues l'eau, tu payes. Et comme c'est des mesures qui sont nouvelles, la mise en œuvre est nécessairement progressive. Et aujourd'hui, les instruments pour le préleveur-payeur, comme nous l'appelons, sont en marche. Monsieur le ministre, les grands industriels comme les sociétés minières refusent aujourd'hui de payer ces taxes. Qu'est-ce que l'État fait concrètement pour collecter? Attendez. Oui, la dernière question. Non, vous êtes pessimiste. Aujourd'hui, est-ce que c'est un fait, monsieur le ministre? Laissez-moi arriver. La plupart des assujettis au préleveur-payeur payent. Les industries payent. Si vous voulez, la Sosuco paye, Sobebra paye, même l'ONEA paye.
Tout le monde Donc paye. ces sociétés minières payent. Laissez. Les Monsieur le sociétés. ministre. Laissez-moi terminer. Les sociétés. C'est quand même une émission de dialogue aux citoyens et de redevabilité. Moi, j'aimerais que monsieur le ministre puisse nous préciser sur les grands industriels comme les sociétés minières payent la taxe. À la fin de votre intervention, je on va vous dire merci. Non, je vais lui répondre. Les sociétés minières payent. Il y a seulement 3 sociétés minières qui ne payaient pas. Donc, il faut faire attention. Et ça, il y a eu une intervention vigoureuse parce qu'ils refusaient même de reconnaître la loi. Ça, si vous me suivez, vous m'avez déjà entendu intervenir vulgairement sur ces questions. Alors, vous avez entendu. Oui. C'est réglé. Aujourd'hui, ils ont signé des conventions pour pouvoir payer même leurs arriérés. Donc, c'est une question réglée. Voilà. Au niveau Merci de cette à vous, société. Aruna Drabo, d'être venu sur Il faut ce que je plateau. prenne son contact. Il est Oui, virulent. oui. C'est un petit savon virulent. Oui, Ok. mais aussi, Oui, bon. il avait 10 minutes pour intervenir. Tout à fait, L'émission oui, parce que est sinon- cadrée, il y a un temps Tout à dédié fait, donc tout à à cette fait. émission. On est obligé d'arrêter à un moment donné. Nous allons découvrir la question plateforme. Monsieur Dieudonné Lankwandé du Centre, j'aimerais des éclaircissements sur la question criarde d'inégalité et d'injustice faite à l'endroit des citoyens des zones rurales qui n'ont pas bénéficié des mesures sociales WASH anti-Covid-19. Le ministère de l'eau et de l'assainissement a promis depuis le 7 avril, mais rien jusqu'à présent. Ok, oui. Nous reconnaissons un peu le fond de la préoccupation qui est posée. Parce qu'effectivement, nous nous étions engagés, parce qu'il y a eu l'engagement, c'est en 2 phases, et à faire bénéficier du milieu rural les mesures sociales d'atténuation donc des effets négatifs de la Covid-19. Et en milieu rural, nous avions fait même l'évaluation. C'était autour de 4 milliards. Et aussi bien pour les AEPS que pour les forages. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est la procédure de mise en œuvre qui a été difficile. Ça, je ne vais pas le cacher. Parce que si vous prenez le cas du milieu urbain, ce qui s'est passé, c'est quoi? En fait, l'ONEA a préfinancé, parce qu'ils ont des ressources, il a préfinancé, et le ministère des Finances ou des partenaires vont rembourser l'ONEA. Et même ça, si on ne rembourse pas l'ONEA, ils vont peiner à faire un résultat. En milieu rural, c'est un peu compliqué, parce que c'est des privés. Tu ne peux pas dire à un privé de céder l'eau gratuitement tout de suite. Lui, il va vous dire, pour que je cède l'eau, il faut que l'État mette à ma place, à ma disposition, un versement. Et c'est cette partie-là qui a bloqué. Donc on a eu jusqu'à présent, on n'a pas pu faire une évaluation. Tu ne vas pas demander à un maire de donner de l'argent à un gestionnaire. Donc il y a eu vraiment beaucoup de difficultés de mise en œuvre de la mesure. Ça, je le reconnais. D'accord. Une autre question sur la plateforme, Mundieba de l'Est. Qu'est-ce qui explique cette iniquité, aussi bien sur le volet assainissement que sur celui de l'eau potable entre différentes localités? Les taux sont connus chaque année, mais le constat est que certaines régions bénéficient toujours plus que d'autres. Qu'est-ce qui est fait ou sera fait pour... Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ce qu'il dit est juste. Hein. Effectivement, il y a des zones où le taux de couverture en eau potable sont élevés. Hein. On a des 80%, on a des 75%. On a des zones aussi où le taux de couverture est très faible, autour de 50%, autour de 40%. C'est dû à quoi? C'est dû à 2 choses essentiellement. C'est ce que j'ai dit. Il y a des zones où il n'y a pas d'eau sous le sol pour ce qui est de l'eau potable. Ce qu'on appelle la zone du cristallin. Je l'ai expliqué tantôt, 80% de notre territoire est occupé par ces zones-là. Et aujourd'hui, nous avons entrepris, encore une fois, si je viens de parler de financement, on a un grand projet, programme d'approvisionnement en eau et en assainissement, qui a un volet important de cartographie des eaux souterraines. Nous estimons qu'à l'issue donc de la mise en œuvre de ce projet, nous allons localiser les grandes nappes souterraines de notre pays. Et à partir de ce moment-là, les zones où il n'y a pas d'eau dans le sous-sol seront servies. Il y a des zones où il y a pratiquement un excès d'eau. Un excès d'eau, bon, vous faites un forage, vous avez 300 mètres cubes. Mais les zones dont je parle là, des fois vous faites le forage, vous n'avez même pas 0,7 mètres cubes heure. Vous ne l'avez même pas. Ailleurs, vous avez 200 mètres cubes heure. Faites le rapport. Mais quand même, l'État s'en occupe. L'État s'en occupe, ce n'est peut-être pas visible, mais l'État s'en occupe. Quand on fait un programme de foration, généralement, on met le maximum de forage dans ces zones-là. Mais si vous mettez 10 forages, si chaque forage a 1 mètre cube heure, les 10 forages font 10 mètres cubes heure. Si ailleurs, un seul forage fait 200 mètres cubes heure,
vous voyez que vous avez beau mettre des forages, ça ne règle pas leur problème. De l'autre côté, vous mettez 2 forages, ça règle le problème de tout le monde. Voilà un peu la question. Mais c'est une préoccupation. La couverture et le taux de couverture sont une référence pour nous dans la programmation des investissements en eau potable. Obligé. D'accord. Nous allons découvrir une question plateforme. Vembamba Clémentine du Centre. Monsieur le ministre, juste savoir si vous êtes au courant de la situation depuis Tenga où chaque année, de février à mai, aucune goutte d'eau ne sort des robinets. Qu'envisagez-vous comme plan pour résoudre le problème de façon durable? Ok, c'est très bien, c'est tout à fait juste. Puitenga, Kupela et particulièrement Puitenga font partie effectivement de nos préoccupations et de nos soucis. Je ne veux pas revenir sur la problématique. C'est en fait alimenté par un barrage. C'est un peu comme Ouïouya avec Guéré, sur lesquels il y a une grande concurrence entre la production maraîchère et l'eau potable. Alors que normalement, la loi dit que la priorité, c'est l'eau potable. Et vous savez, c'est social, hein, ce qui produit le maraîcher, si vous partez les dire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Je crois que c'est ça qui est surtout important. Aujourd'hui, nous sommes en négociation. Nous sommes en négociation pour alimenter Puitenga et couper là, soit à partir du barrage du Bilanga Yanga, nous avons des partenaires là-dessus, soit à partir du barrage de Sanguin, mais comme à Bilanga Yanga, le barrage est là, à Sanguin, le barrage est en construction. Donc ça peut prendre un grand temps. On a aussi une formule d'alimentation de Tenkodro, Puitenga, Zabré, et couper là, enfin je cite en désordre, hein, à partir du barrage de Bakré. Il y a un projet dessus, et avec là aussi un partenaire, et avec lequel on va signer une convention, un prêt commercial donc, avec le ministère des Finances. C'est ça qui est envisagé. Je ne saurais pas vous donner une échéance, mais ça date seulement d'1 an, pratiquement du début de notre coopération avec la Chine populaire. Voilà ce qui est envisagé. On va inviter le vérificateur à avancer, celui qui a suivi avec le public en plateau ici votre intervention ce soir. Bonsoir Pousseni Kindo. Bonsoir Simon Gongo. Bonsoir monsieur le ministre. Presque l'heure. Voilà. Effectivement, l'heure file. Le pôle de vérification vous a suivi avec beaucoup d'attention. On a noté et scruté le moindre détail de vos propos, mais on s'est rendu compte ce soir que vous n'êtes pas trop en forme. Vos réponses ont été quelquefois en deçà des attentes, notamment sur les questions liées à l'ONEA, mais aussi à l'accès à l'eau potable. Vous n'avez pas trop convaincu de l'avis des pôles de vérification. Et le pôle de vérification est également soutenu par une équipe de fact-checkers qui font de la vérification à un autre niveau. Et l'équipe de fact-checkers a pu noter que lorsque vous dites la notion zéro corvée telle que définie par vous sur ce plateau est différente de celle promise par le président du FASO. Le président a indiqué que le zéro corvée d'eau signifiait 100% d'accès à l'eau potable. Qu'on peut vérifier. En milieu urbain comme en milieu rural, c'est inscrit dans le programme du président. Voilà. Et également, toujours pour l'équipe de fact-checkers, sur la question de l'équité, vous avez tenté de donner une explication tout en esquivant la question. Et sur la question du les tarifs là. Oui. Et sur la question de savoir ce que le ministère de l'eau et de l'assainissement fait pour garder les filles à l'école en période de menstrues, vous n'avez pas répondu à la question. Et enfin, vous avez utilisé des termes très techniques de l'avis de l'équipe de fact-checkers pour répondre à des questions, mais cette approche ne permet pas aux citoyens de mieux comprendre. Monsieur Kindo, rapidement, parce qu'il nous explique une minute. Il ressort donc que par rapport à la note que le pôle de vérification vous a attribuée, c'est 6 sur 10 par rapport à votre prestation de ce soir.
Et le public ici présent également vous a attribué la note de 6. C'est 5,72,72 qu'on a arrondi à 6. Donc ce qui fait une moyenne de 6 sur 10. Voici ce qu'on peut dire, Simon Gongo. Voilà. Une minute de réaction parce qu'on de réaction. est vraiment... Bon, oui, mais, je n'ai pas tous les éléments donc, de l'estimation. Par contre, bon, vraiment, sur la notion du zéro corvée d'eau, je pense qu'il ne faut pas confondre zéro corvée d'eau avec l'objectif numéro 6 des ODD qui dit 100% d'accès à l'eau potable et à l'assainissement à l'horizon 2030. Parce qu'il faut regarder les solutions. De 2020, ça c'est clair. Bon, ok, ça, maintenant, si c'est dit quelque part, engagé quelque part. Sinon, moi j'ai le PNDS. Prenez le PNDS, c'est 79%. Là, on parle du programme de candidat. Oui, mais c'est la déclinaison du discours. J'ai bien regardé à plusieurs reprises, c'est mis 100%. D'accord. Et maintenant, garder les filles à l'école. Bon, j'avoue aussi que j'étais mal à l'aise sur cette question-là. Parce que c'est pas le ministère de l'eau n'a pas une action pour garder les filles à l'école. Ça, je regrette. L'action que nous avons, c'est normaliser les toilettes. C'est tout. L'action que nous avons, c'est de mettre de l'eau potable au niveau des écoles. D'accord. Ok. Et le dernier point, c'était quoi? On a reçu le ministre de l'Éducation ici, il a donné un certain nombre de programmes là-dessus. Voilà. Ok. On va pas s'attarder. Pour la question de 10 secondes. Oui. 10 secondes, allez-y. Ah oui, d'accord. Oui. Eh bien, pour la question donc, de la tarification de l'ONIA, bon, peut-être là, je reconnais que c'est peut-être aussi un peu trop technique parce qu'il y a plusieurs arguments qui se sont superposés et ils sont en cours d'investigation. En fait, c'est ça qu'on a senti. Sinon, on allait vous dire clairement, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Bon, merci. Merci à vous, monsieur le ministre, d'être venu sur ce plateau. L'essentiel, c'était de passer à l'exercice et de nous rendre compte des engagements du président. C'est ce qu'on a essayé de faire ce soir. Merci à tous ces invités qui sont passés là, le public, l'équipe technique, l'équipe de préparation et d'animation. Bonne suite de programme sur la RTV.